culturelle. Nous allons voir aujourd'hui l'évolution de ce modèle et en quelque sorte son paroxysme, qu'on pourrait dire en jouant un peu sur les termes apocalyptiques, chez notamment donc une œuvre culte, La Société du spectacle de Guy Debord. Bien, donc c'est d'Adorno à la Société du spectacle, l'évolution donc de ce paradigme, toujours dans le vaste paradigme des critiques de la société de masse, la culture de masse et par extension la culture populaire donc de masse. On a vu donc que le paradigme de la culture de masse a bel et bien constitué, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60 du 20e, un modèle hégémonique de critique de la modernité, notamment la modernité pleine, high modernity, qui aurait été introduite par ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle, celle donc de aux alentours des 1880, avec toutes les nouvelles transformations qui allaient se succéder très rapidement. Donc, le cinéma, téléphone, télégraphe, radio, etc. Alors, peu après les critiques de Daniel Bell, sur lesquelles on avait fini notre capsule précédente, dans le domaine émergent de ce qu'on va appeler les cultural studies, les études culturelles autour de l'université, centrées autour des recherches des profs de l'université de Birmingham en Angleterre. Donc, c'est Stuart Hall et Paddy Wannell qui prennent eux aussi leur distance avec ce paradigme caractéristique du modernisme dont ils résument les grandes lignes dans leur œuvre pionnière The Popular Arts, donc de 64. Alors, ils font une sorte de condensé, de synthèse des doctrines de la critique de la société, de la culture de masse. Donc, c'est un portrait imaginaire donc, qui est une symbiose de toutes ces critiques. Alors, la première critique, ce serait du côté du pouvoir. L'idée que dans la société, dans la culture de masse, le pouvoir est concentré, que les méthodes pour maintenir le pouvoir ont été parfaitement mises au point par les techniques de manipulation. Des armées d'ingénieurs sociaux sont employés pour tester et analyser, mais aussi pour chercher les désirs secrets et créer des nouveaux besoins quand ceux-ci n'existent pas. Et donc, un de ces critiques, qui était aussi donc un sociologue américain de la société de masse, c'est Wright Mills, dans un best-seller, White Collar, sur l'analyse de la transformation du travail aux États-Unis dans les années 50, mais au-delà, la transformation de la société dans son ensemble. Alors, il dit, auparavant, l'emphase était dans de la vente, était dans la connaissance qu'avait le vendeur du produit et c'était axé sur l'apprentissage, l'idée d'un métier, etc. Maintenant, dit-il, dans ce qu'il appelle la high pressure salesmanship, donc la vente sous pression de la société des années 50, l'emphase est mise sur l'hypnotisation du client et hypnotisation qui est un véritable art mené par la psychologie appliquée, donc vraiment la psychologie sociale appliquée à la vente. Et par extension, l'idée
de vente, l'éthos de la vente a infecté tous les domaines de la vie, même la politique qui est devenue une sorte de branche des relations publiques. La persuasion s'est substituée au débat et la recherche de la bonne image a remplacé la recherche de la bonne politique. Donc, nous avons ici un exemple typique de cette, de cette invasion de la persuasion avec, qui maintenant évidemment peut même être choquante. C'était l'époque où il y avait quantité de publicité, évidemment payée par l'industrie du tabac, pour montrer que, au fond, non seulement le tabac n'était pas nuisible, mais qu'il était euh, même favorable à la santé. Alors, de façon euh, tout à fait détournée. On pense ici, bien évidemment, au premier épisode de la série Mad Men, qui est d'ailleurs inspiré donc, de plusieurs anecdotes réelles du monde de la publicité de ces années-là, notamment la publicité du tabac. Alors ici, on nous dit tout simplement qu'il y a plus de docteurs qui fument des Camel, sous-entendu la caution donc du système de la santé, de l'industrie du tabac, puis plus spécifiquement de cette marque. Bien, deuxième aspect mis en valeur par Stuart Hall et Paddy Wanal, donc la production de masse. Les produits culturels sont produits en masse, ce qui ne laisse guère de place à la créativité. L'expérimentation a été remplacée par les modes et par les gimmicks. La production de masse demande par ailleurs une audience aussi large qu'elle ne peut être tenue ensemble que par l'appel aux réponses les plus inconscientes des gens. Et en reprenant un article de 62, ils disent « Quand nous regardons la masse, de l'échelle de masse dans laquelle on est, on ne peut même plus parler d'un public de masse. Il ne s'agit plus d'un public, et dans le sens qu'on ne peut même plus espérer de communiquer avec une majorité de celui-ci d'une façon qui ne soit totalement superficielle. » Donc, on retrouve donc tous ces critiques adressées à la culture de masse comme production de masse. Là, vous avez un exemple aussi. Évidemment, les années 50 sont le parfait, et c'est dans les années 50 que ces critiques prennent lieu. Donc, il faut bien comprendre aussi cet effet de rétroalimentation. Donc, il faut bien situer ces théories historiquement et socio-historiquement. Et ça correspond aussi à un stade de mythologisation de la consommation extrêmement accrue. Encore une fois, le référent à la série Mad Men s'impose, puisque ce que la série essaye de cibler, c'est justement la transformation de la société américaine sous le poids de l'image. Alors ici, vous avez une de ces superbes illustrations des magazines de l'époque avec cette panoplie, variété des Chevrolet. Alors évidemment, c'est presque l'emblème de toutes les critiques sur la standardisation, le jeu sur le plus petit minimum, la variation la plus minimale, sur les contenus très subliminaux. Évidemment, là, c'est le couple qui est présenté comme emblème de l'American Way of Life, etc.
Troisièmement, la question de les consommateurs. Et évidemment, en fait, ce qu'on voit, c'est que le débat sur la culture de masse, qui dans les années 30 était très axé encore sur la multitudo, sur la notion du peuple comme élément massifié, manipulable, etc. Donc, c'était le contexte des fascismes, des totalitarismes, donc de la radicalisation de la tradition de l'embrigadement politique. Dans les années 50, on voit une critique qui s'oriente plutôt vers la notion de consommation. C'était déjà quand même le cas dans les années 20, notamment la reconstruction après la Première Guerre, et Krakauer, on l'avait évoqué, avait déjà saisi ça. Mais dans le contexte totalement euphorique des États-Unis des années 50, qui a une sorte de domination totale du marché. J'avais lu quelque part que dans les années 50, où l'Europe était encore en pleine reconstruction, dans les années 50, les États-Unis assuraient un pourcentage démentiel de la totalité des biens produits à l'échelle de la planète. Donc, c'était vraiment une hégémonie qui maintenant n'est même plus imaginable. Mais donc, les gens ne sont plus vus comme des participants dans une société, mais comme des consommateurs de ce que d'autres produisent. Mais non seulement ceci, mais leurs besoins, leurs désirs, leurs attitudes en tant que consommateurs sont analysés, alors que leur jugement en tant qu'hommes et femmes n'est pas requis, n'est pas sollicité. Alors, on leur demande de distinguer entre différentes marques de lessive, mais pas de dire s'ils préfèrent des écoles à des strip clubs, nous disent Stuart Hall et Paddy Well. Leur rôle est passif et ils ne prennent pas part dans le monde des décisions. Alors que le langage de la persuasion peut être subtil, par rapport aux consommateurs, le langage de ceux qui persuadent entre eux est extrêmement agressif, et ils considèrent que le peuple est une masse qui ne demande qu'à être exploitée. Et donc Raymond Williams, collègue de Stuart Hall et maître en quelque sorte aussi, écrivait dans Culture and Society, pour les autres, nous sommes des masses. Les masses, c'est les autres. En réalité, il n'y a pas de masse, il n'y a que des façons de voir les gens comme masse. Le fait est que voir les gens comme des masses est devenu caractéristique de notre type de société, et ça a été capitalisé dans le but d'une exploitation politique ou culturelle. Et on peut dire et politique et ou culturelle. Donc là aussi, encore un autre exemple de cet âge d'or de la publicité qui maintenant a évidemment un goût très vintage et très rétro, mais qui à l'époque était en plein régime de cette apologie totale de la consommation. Donc vous voyez ici cette sorte de panoplie totale, sorte de cornucopée, donc corne d'abondance réalisée par le supermarché comme emblème, comme fait de société totale, comme dirait Marcel Mauss. Et en fait, on est vraiment dans un contexte aussi de guerre froide où l'affirmation de la société, de la consommation devient l'affirmation de l'American Way of Life. Et ce n'est pas rien, puisqu'évidemment, c'est à la fois ce que l'on présente comme emblème idéologique du monde libre, de Free World par rapport à l'Union soviétique et à la Chine, à la République populaire de Chine, mais c'est aussi un facteur d'américanité. Vous êtes un bon Américain si vous consommez, et sinon vous êtes un American. Donc c'est le moment où on commence à faire des procès pour des activités non américaines comme euphémisme d'activités
de subversion politique, accusés génériquement d'être communistes. Donc, tout ça est extrêmement relié. Quatrième point, le pseudo-monde. Donc, c'est cette idée que ce sont les médias qui définissent de plus en plus notre sens de la réalité et qui organisent notre expérience dans une série de stéréotypes. Nous ne croyons plus aux événements jusqu'à ce que les médias les sanctionnent. Et nous en venons à croire plus dans les représentations de la vie qu'à la vie elle-même. Et à la fin, nous acceptons le miroir qui distorsionne, le miroir des médias qui distorsionne la réalité comme un portrait de nous-mêmes et de notre véritable identité. Alors là, Hall et Wanel, sans le citer, font surtout allusion à un livre qui a eu une grande importance, en fait, le livre de Daniel Burstein, The Image, A Guide to Pseudo-Events in America, et qui est un livre sur la transformation radicale par les médias de la vie politique américaine. Alors, c'est un livre qui revient régulièrement d'actualité. D'ailleurs, vous voyez dans le blurb publicitaire du livre lui-même, un livre que chacun en Amérique devrait lire régulièrement, donc chaque période d'année. Et évidemment, avec l'élection de Trump, le livre a repris d'actualité, mais c'était déjà le cas avec l'élection de Reagan, qui était, comme vous le savez, un acteur défini avant tout par ses rôles dans les médias et qui devient l'emblème de l'homme politique, du sauveur de l'Amérique. Voilà, donc cette idée aussi que la critique de la culture de masse et de la société de masse passe par la critique des médias de communication de masse. Donc une triade qui est toujours articulée. 5. Le monde sans ambiguïté. La culture de masse nous fait plus semblables les uns aux autres. Elle fait ceci non pas seulement par la création de produits standardisés, mais par la trivialisation des choses importantes jusqu'à ce qu'elles sont réduites à la pure banalité. Les pages de magazines, les émissions de télé mélangent tout, donc la religion et les jeux de hasard, la critique et le commérage, l'art et donc les amateurs d'art et les amateurs d'animaux, le tout cimenté par la publicité alléchante. La communication devient inextricablement liée à la vente et de sorte qu'il y a un brouillage continuel des distinctions entre ces catégories. Donc là, par exemple, en 1972, Time consacre un numéro à Revival Occult, Satan Returns, le retour de Satan. Ça va d'ailleurs être un des vecteurs de la panique satanique qui va suivre. Mais voilà le fait qu'on passe en général d'une chose à l'autre dans une sorte de coq à l'âne permanent. La télévision notamment avec son flux d'émissions où on passe du plus grave, la mort, etc., la religion, au plus banal, au plus trivial, les clubs de tricot, etc. etc. Sixième catégorie de ce paradigme donc critique de la culture de masse, c'est l'idée de la rupture avec le passé. Alors la culture de masse détruirait l'art véritablement folklorique, l'art véritablement populaire, l'art
fait par les gens pour les gens. Donc, trois catégories que Hall et Wanel divisent. D'un côté, l'art folk, l'art folklorique. Donc, ça, c'est vraiment l'art traditionnel tel que l'étudient les folkloristes. Le conte populaire, les chansons populaires, les métiers populaires, les tissages, etc., les méthodes de vie quotidienne, tout ça. L'autre qu'ils appellent l'art populaire, et là, bon, il faudrait faire toute une distinction, on y reviendra. On l'avait un peu évoqué d'ailleurs aussi. Pour Stuart Hall et Wanel, ils font une distinction entre l'art de masse et l'art populaire. Pour eux, l'art populaire, c'est au fond l'art qui, dans la culture de masse, réussit encore à être populaire. Donc, ils donnent l'exemple de Charles Chaplin, par exemple, etc. Mais c'est une catégorie qui va peu à peu disparaître, mais elle est assez dans le discours critique, mais c'est une tentative finalement de diviser le grain de livret dans la culture de masse. Alors, ils disent que la culture de masse déshydrate l'art populaire et menace le grand art. Donc, ça, c'est la troisième catégorie, folk art, popular art et fine art. Elle n'a pas de sens des traditions ou des valeurs qui sont modifiées par le changement. Au contraire, c'est une obsession avec la mode et la nouveauté. Le fait que quelque chose vienne de survenir, que ce soit la dernière chose, the latest thing, est en soi une recommandation. Et là, il cite un autre des grands théoriciens des cultural studies de la première vague, Richard Hogarth, dans The Uses of Literacy, en français La culture du pauvre, alors où il fait la critique justement de la transformation de la culture prolétarienne anglaise vers la culture de plus en plus aliénée par les standards nord-américains. Alors, la plupart des gens sont soumis à un bombardement continuel d'invitations à croire que tout ce qui est n'est bien que si ça a été amplement accepté et peut être classé comme divertissant. C'est connecté à l'ancienne idée de amuse-toi tant que tu le peux, donc ethos de l'ancienne culture prolétarienne. Mais à cela s'ajoute un troisième élément qui est ce que Hogarth appelle le progressivisme. Le progressivisme assiste à l'idée de vivre dans le présent en désavouant le passé. Mais le présent ne peut être, on ne peut jouir du présent que parce que c'est le présent et seulement tant que c'est le présent. C'est le présent au sens de la nouveauté et non pas d'un présent qui serait déjà passé de date, has been, comme on dit. Donc, à chaque fois qu'un nouveau présent survient, les autres sont discrédités et écartés. Donc, bon, là, vous avez un exemple parmi plusieurs. Il y a beaucoup sur Internet, il y a beaucoup de blogs qui s'amusent à chercher les anciens fads, donc les anciennes coqueluches, les anciennes modes, que ce soit au niveau vestimentaire ou au niveau des comportements. Et donc là, vous avez une machine qui d'ailleurs, dont vous retrouvez la forme un peu moins vintage et moins confortable aussi dans les appareils des gymnases. Mais bon, ici, la fusion qui est évidemment drôle et entre le tricotage et le passive gym. Donc, bon, la succession constante des modes, etc. Septièmement, la corruption des sentiments. Et donc, les médias de masse exploitent plutôt que qui satisfont nos besoins et nos désirs.
Et ils ne font pas seulement appel à nos pires instincts, tels que la cupidité, la snobberie, mais nos meilleurs instincts sont dégradés, pervertis, et nos meilleurs sentiments déplacés sur des objets qui n'en valent pas la peine. Et là, ici, tu as un autre penseur qui a fait un peu, qui a eu une influence sur Williams directement, mais qui était plutôt dans la tradition de la grande critique de la société de masse. C'est Levy's Fiction and the Reading Public, un livre d'ailleurs important dans l'histoire des études sur la réception, mais aussi un peu sur la culture populaire. L'histoire du goût populaire est largement liée à la découverte par les professionnels de l'écriture de la technique de l'exploitation des réponses émotionnelles. Donc, cette idée qu'on est tout le temps en train de solliciter à la fois nos plus bas instincts, de transformer nos meilleurs instincts et de sentimentaliser les toutous, les mascottes, etc., pour qu'on y projette un peu notre amour, les chansons d'amour, etc. Alors là, vous avez un exemple typique de publicité pour les films d'exploitation, qu'on appelait d'ailleurs spécifiquement les films d'exploitation. Donc, c'est les films qui se vouaient à l'exploitation, soit du sadisme, de côté du thanatos, de la pulsion de mort, soit de l'érotisme, du côté de la libido. Alors là, vous avez un film, c'est une affiche de film qui se présente comme un donc, Are you ready to turn on with the Try Anything Generation? Donc, est-ce que tu es prêt à te brancher sur la génération qui va essayer n'importe quoi? Et c'est les touchables. Donc, évidemment, là, on est aussi dans le contexte du cinéma softcore qui va être l'ancêtre de l'industrie du porno, qui va évidemment mener l'idée d'exploitation jusqu'à son paroxysme. 8e catégorie, c'est le fait de flatter la médiocrité. Ceci serait l'âge de l'homme commun, de la personne ordinaire, le gars de la rue, qui est sans cesse interviewé, recherché, dont on demande tout le temps l'avis dans des statistiques, et il n'y a pas d'enjeu qui soit pensé trop compliqué pour être jugé de façon quantitative. Et ça crée un drôle de mécanisme de feedback où on est dans la manipulation et en même temps, on est constamment dans la recherche de la validation par l'opinion commune. Donc, l'homme de masse, la création monstrueuse, donc les contrôlateurs et les manipulateurs ont peur de l'homme de masse, la création monstrueuse de leur propre fantaisie. Et là, c'est plutôt la critique telle que l'avait représentée Ortega y Gasset dans La révolte des masses, qui disait ce qui est caractéristique de notre époque, c'est que la pensée, la pensée banale, se sachant banale, a l'assurance de proclamer les droits de la banalité et de l'imposer partout où elle voudrait. Donc, cette idée d'une banalisation constante de l'existence. Alors, le fait que la publicité utilise sans cesse cette idée de l'enquête, qu'est-ce que vous aimez mieux, etc., c'est parce que vous aimez mieux ceci que nous vous l'offrons. Donc, l'idéologie tautologique de la société de consommation qui cherche tout le temps sa légitimation dans son public. Et puis, paradoxalement, le culte de la personnalité. Dans un âge de conformité, dans lequel la masse remplace la communauté des publics, on trouve un substitut de la véritable individualité dans la glorification de cette nouvelle catégorie qu'est la personnalité. Et en fait, ce culte de la personnalité met l'emphase non pas dans ce que l'on est ou dans ce que l'on a fait, mais tout simplement dans l'image, dans le visage public. Et donc, c'est le phénomène de starification, le culte de la célébrité. Les stars du show business
ont pris le dessus socialement et en fait, même en politique, il faut développer des stratégies de starification, de culte de la célébrité. Ça devient plus important, encore une fois, que ce que l'on fait réellement. Alors là, vous avez un exemple, évidemment, ce qu'on a appelé parfois la famille royale des États-Unis, que fut la famille Kennedy. Ben là, vous avez un exemple de cette sorte de mythification totale de la figure de Kennedy comme une star et, et, euh, et de Jackie aussi. Et, euh, et, euh, et donc, vous avez toute cette obsession où finalement c'est vraiment l'image, et là c'est l'image d'une sorte de bonheur associé. Donc, Senator Kennedy goes a courting, donc le sorte d'emblème absolu de l'American Way of Life et des nouveaux rituels de drague, le courtship. Donc, et puis enfin, l'évasion de la réalité. Le public reçoit les produits des mass médias et est encouragé à les recevoir dans une sorte de passivité onirique. Et là, c'est Orwell, qui était aussi un des grands théoriciens, un des premiers théoriciens dans ses essais, et qui s'est intéressé à ces phénomènes et qui se traduisent aussi dans ses romans. Ici, notamment, c'est Keep the Aspidistra Flying, qui est une sorte de mémoire. Pourquoi encourager l'art qui est destiné à remplacer la littérature? Mais en fait, il y a une sorte d'attraction à celui-ci. Et il parle du cinéma. Donc, s'asseoir dans une obscurité chaude et remplie de tabac, laisser l'écran graduellement nous dépasser, sentir les vagues de la stupidité vous entourer jusqu'à ce que vous semblez sombrer, intoxiqué dans une mer visqueuse. C'est le genre, après tout, de drogue dont nous avons besoin. La bonne drogue pour les gens sans amis. Donc, c'est vraiment une vision très, très noire. Évidemment, c'est Orwell avant 1984. 1984 va être une sorte de paroxysme aussi de ce modèle totalitaire des technologies, des spectacles, etc. Mais c'est déjà ces expériences dans les années 30 très marquées par la conscience politique et la lutte politique et par l'aliénation totale de la société britannique, dont il a été un des plus grands critiques de son époque. Donc, on voit un peu le point. Donc, et aussi, donc, émergeait cette idée d'une sorte de narcose totale de la population. Alors, les médias nous gavent d'une série sans fin de rêves à travers lesquels nous pouvons échapper à la réalité du monde et de nous-mêmes. Nous sommes invités à nous identifier avec des personnages fictifs dont les conflits sont résolus par des solutions magiques et nous livrons à des fantaisies qui sont aussi des fantasmes qui en fait seraient débilitants. Et là, il cite une publicité pour une voiture, la Ford Capri. Cette voiture est une propriété très personnelle. Quand on en a ressenti le sentiment, on ne veut plus s'en séparer. Derrière les roues, l'homme sent le pouvoir et la femme sent la liberté. Tournez la clé et sentez l'appel à la vie de Capri. Donc, c'est le jeu entre cette mythification de Capri comme ville, comme lieu de villégiature et
la voiture elle-même, le nom de la voiture, sauter comme une panthère, s'attachant aux courbes de la route, répondant instantanément, une extension élégante de votre propre personnalité. Alors, j'ai retrouvé l'affiche originale, mais je n'ai pas pu la copier sur le PowerPoint. Mais ici, vous avez pour un autre modèle de la même ligne, donc de Ford Capri, vous avez ici typiquement cette sorte de fantasme de ce que Martine Delvaux appelle les filles en série. Là, vous avez une belle illustration de cette sérialisation de l'idéal érotique de la conquête masculine. Et donc là, l'homme au volant de sa voiture et le regard donc de toutes ces modèles. Donc, ces 10 points sont donc une critique sans appel du modèle de la société de masse. Hall et Whannell vont par la suite apporter leur critique, comme avait fait Daniel Bell, et ils résument avec Wright Mills, encore une fois, dans un autre livre, L'élite au pouvoir. Donc, les médias disent à l'homme des masses qui il est, ils lui donnent de l'identité, et lui disent ce qu'il veut être, lui donnent des aspirations, et elles lui disent comment obtenir cela. Elles lui donnent une technique et elles lui donnent et lui disent comment sentir qu'il l'est, même quand il n'est pas. Elles lui donnent donc l'évasion. Bien, donc ce modèle qui est très hâtivement résumé constitue donc le pinacle du paradigme masse médiatique dans son versant apocalyptique, selon le terme employé par Umberto Eco dans une œuvre pionnière qui s'appelle Apocalyptici e Integrati, donc apocalyptique et intégré, publiée justement la même année que The Popular Arts. Donc, c'est intéressant de voir qu'à la fois, le modèle est déjà tellement établi que des gens comme Daniel Bell, Stuart Hall Paley-Whannell, Umberto Eco, etc., commencent déjà à prendre leur distance, et c'est ce qu'on verra dans notre capsule ultérieure. Mais quand Eco parle des apocalyptiques et des intégrés, il est justement en train d'opposer une vision catastrophique et catastrophiste de la culture de masse à une vision purement célébratoire, plus minoritaire, et qui est plutôt celle qui vient des industries culturelles elles-mêmes, qui visent à renforcer leur légitimation. Mais en fait, au moment où Eco écrit, c'est surtout ce modèle donc, qu'il appelle apocalyptique qui est dominant dans la sphère intellectuelle. Mais curieusement, le paroxysme de ce modèle va intervenir 3 ans après la publication de son ouvrage, de la main de Guy Debord, dans ce que l'on pourrait appeler une sorte de manifeste situationniste, qui a conféré une sorte de leadership idéologique à Debord, alors que l'international situationniste dont il faisait partie voulait d'emblée dissoudre les égos et ne se présentait pas du tout de cette façon-là. Mais toujours est-il que c'est son livre « La société du spectacle », paru en 1967, qui fait figure d'œuvre culte et emblème non seulement du mouvement, mais aussi de la critique radicale de la société masse médiatique. Alors là, vous avez la belle illustration pour la 2e édition en anglais, et en fait, qui est tirée d'une photo
célèbre qu'on avait déjà évoquée, qui est devenue elle-même une sorte d'emblème de cette société. C'est la photo prise pour Life par J.R. Ironman en 1952 au théâtre Paramount de Oakland pour la première d'un film maintenant tout à fait oublié, Buena Devil, donc, qui présentait donc la première version en couleur 3D. Et alors, c'est curieux parce que l'histoire de cette photo est en elle-même intéressante puisque c'est Life qui utilise la photo pour résumer la décennie 1946-55. Donc, on est vraiment dans cette vision des années 50 comme les années de pure aliénation, alors que de façon très intéressante, la photo choisie par Life était une où les spectateurs rigolent et non pas celle-ci où donc les spectateurs semblent incarner totalement la passivité que l'on retrouvait dans toutes ces critiques de la culture de masse. Alors, Debord radicalise la vision de la culture-industrie d'Adorno et d'Adorheimer en une entité encore plus globale que celle-ci, que l'industrie culturelle, c'est la notion de spectacle. Or, il est intéressant de remarquer que cette notion, elle est déjà en germe dans une réflexion de la dialectique de la raison que la critique en général semble avoir ignorée. Je vais citer donc de la dialectique de la raison. Le monde entier est contraint de passer dans le filtre de l'industrie culturelle. La vieille expérience du spectateur de cinéma qui retrouve la rue comme prolongement du spectacle qu'il vient de quitter, parce que celui-ci vise à reproduire exactement le monde des perceptions quotidiennes, est devenue un critère pour la production. Plus elle réussit par ses techniques à donner une reproduction ressemblante des objets de la réalité, plus il est facile de faire croire que le monde extérieur est le simple prolongement de celui que l'on découvre dans le film. L'introduction subite du son a fait passer le processus de reproduction industrielle entièrement au service de ce dessin. Il ne faut plus que la vie réelle puisse se distinguer du film. Le film sonore, surpassant en cela le théâtre d'illusion, ne laisse plus à l'imagination et à la réflexion des spectateurs aucune dimension dans laquelle il pourrait se mouvoir, s'écartant des événements précis qu'il présente sans cependant perdre le fil, si bien qu'il forme sa victime à l'identifier directement avec la réalité. Il y a là comme un moment vraiment très, très débordien où on voit bien comment on passe de l'industrie culturelle avec les attributs que l'on a étudiés dans la capsule précédente à cette sorte de spectacularisation de la vie quotidienne. Alors, comme Adorno et Horkheimer, Debord radicalise la vision qu'avait Georg Lukács de la réification et partant, évidemment, du fétichisme de la marchandise selon Marx. Alors, je rappelle, on l'avait vu pour Adorno, pour Lukács, qui reprenait directement aussi la notion. Pour Lukács, la forme marchande est devenue la forme universelle d'échange, de communication des hommes entre eux. Elle est devenue la forme de domination réelle sur l'ensemble de la société en tant que catégorie universelle de l'être social total. Alors, selon Daniel Sénécal, dans un mémoire sur la théorie situationniste du spectacle, considère que la théorie de la réification se poursuit et s'achève avec la théorie situationniste du spectacle. Nous croyons que le concept situationniste de spectacle vient accomplir et achever le processus global et total de réification marchande en reconstituant l'unité réifiée du monde dans l'apparence, étape finale du devenir musée de l'être ensemble des sociétés économiquement avancées, comme de l'être humain individuel ou social, qui, après être passé de l'être à l'avoir, passe maintenant de l'avoir au paraître. Donc, une gradation, une évolution qui nous mènerait d'abord du fétichisme de la marchandise chez Marx, à la réification chez Lukács et le spectacle comme stade ultime de la marchandise. Et là, nous avons un exemple du détournement appliqué par l'international situationniste. Donc, c'était une de leurs techniques vedettes
reprise de certaines pratiques du collage dada et surréaliste, mais qui ont surtout eu la particularité de reprendre justement des images de la culture de masse, que ce soit la bande dessinée, les séries B, les films de série B, etc. Et là, nous avons une belle petite, un beau petit dialogue de détournement situationniste. Les deux cow-boys, de quoi t'occupes-tu exactement? De la réification. Je vois, c'est un travail très sérieux avec des gros livres et beaucoup de papier sur une grande table. Non, je me promène, principalement, je me promène. Et là, c'est l'autre grande théorie situation, enfin l'autre grande figure situationniste, qui est celle de la dérive, qui est ici présentée comme antidote à la réification. Mais bon, la filiation est assez évidente. Mais il y a une autre filiation souterraine, moins connue, et qui est peut-être très parlante. Alors, elle n'est peut-être pas juste sur le plan de l'évolution des lectures de Debord, mais elle est très intéressante du point de vue de l'évolution des idées elles-mêmes. Les situationnistes rejoignent par là, en fait, une autre notion dérivée de la réification lucatienne et en grande partie infléchie par Adorno, avant que celui-ci écrive la dialectique de la raison, c'est la notion de la fantasmagorie avancée par Walter Benjamin dans son livre des passages. Et on sait que Adorno avait justement beaucoup débattu par correspondance avec Benjamin en lui demandant sans cesse d'aller plus loin dans cette notion et dans ce concept. Donc, alors Benjamin prolonge à la fois la notion de fétichisme de la marchandise et de réification et la critique marxiste de l'idéologie, qui avait recours significativement à l'image de la chambre noire, que Benjamin va beaucoup reprendre. Et Benjamin va plus loin, essayant de cerner comment l'idéologie se matérialise directement dans l'ordre sensible et dans l'espace public. Bien qu'il ne… Alors, il va choisir le terme de fantasmagorie, il ne va pas réfléchir sur la fantasmagorie elle-même, la création au début du XIXe siècle d'une sorte de dispositif spectral qui faisait voir, donc c'était une sorte de lanterne magique améliorée et où on a beaucoup vu aussi évidemment un des ancêtres du cinéma. Et donc, c'est cela, historiquement, la fantasmagorie, qui a eu un succès immense au point de vue du divertissement au début du 19e siècle. Alors, Benjamin, qui travaille sur Baudelaire, ne s'attaque pas à cette figure-là comme telle, ce qui est dommage parce que ça aurait vraiment pu beaucoup, donc ça aurait vraiment bien entré dans son camper le terrain pour son livre des passages. Mais il fait donc de la fantasmagorie le terme clé de son analyse de la culture du capitalisme industriel. Et je cite, « Notre enquête se propose de montrer comment, par suite de cette représentation chosiste de la civilisation, les formes de vie nouvelles et les nouvelles créations à base économique et technique que nous devons au siècle dernier entrent dans l'univers d'une fantasmagorie. » Chez Marx, ce n'est pas un concept, bien que le mot apparaisse, mais il renvoie à un champ lexical de la spectralité qui ouvre la voie à l'analyse des fantasmagories du capital qui vont se distinguer du fétichisme de la marchandise. Donc, la propriété, je cite encore Benjamin, la propriété qui fait parvenir à la marchandise son propre caractère fétiche adhère à la société productrice de marchandises elle-même, non pas certes telle qu'elle est en soi, mais bien telle qu'elle se représente elle-même et croit à se comprendre toutes les fois qu'elle fait abstraction du fait que, précisément, elle produit des marchandises. L'image qu'elle produit ainsi à partir d'elle-même et qu'elle a coutume de désigner comme sa culture correspond au concept de fantasmagorie.
Ainsi se présentent les passages, donc ces espaces qui forment la clé de voûte du projet de Benjamin, parce que pour lui, c'est vraiment l'emblème de la naissance d'une fantasmagorie de la vie, non seulement du capital, mais de la vie, à travers donc ses ancêtres des grands magasins. Les grands magasins vont naître vers la fin du 19e siècle, mais vers le milieu, on a déjà ces espaces donc couverts, des passages qui sont entièrement consacrés à la vente et notamment à l'étalage des marchandises. Et c'est ce qui intéresse Benjamin dans cette sorte de généalogie immense qu'il n'a jamais pu mener à terme. Donc, les passages, noyaux pour le commerce des marchandises de luxe, où l'art, je cite, entre au service du commerçant et la mode prescrit le rite suivant lequel le fétiche qu'est la marchandise demande à être adoré. Ainsi se présentent aussi les expositions universelles, écoles où les foules écartées de force de la consommation se pénètrent de la valeur d'échange des marchandises jusqu'au point de s'identifier avec elles. Elles donnent ainsi accès à une fantasmagorie où l'homme pénètre pour se laisser distraire. Ainsi aussi le flâneur, qui est la figure constitutive de l'artiste moderne et que Benjamin analyse notamment chez Baudelaire. Le flâneur pour qui la foule où il se réfugie est, je cite, le voile à travers laquelle la ville familière se meut en fantasmagorie. Fantasmagorie qui semble avoir inspiré par la suite le décor des grands magasins, qui mettent ainsi la flânerie même au service de leur chiffre d'affaires. Et vous voyez qu'effectivement, ce que nous avons là, ce sont des flâneurs qui sont déjà des flâneurs consommateurs, en fait. Et c'est l'image même l'annonce de ce que va devenir le shopping comme phénomène social dans les shopping malls où les gens passent leur dimanche en Amérique du Nord et de plus en plus dans le village global. À ces fantasmagories du marché correspondent celles des décorations de l'intérieur des maisons du 19e siècle qui représentent pour le particulier l'univers, y assemblant les régions lointaines et les souvenirs du passé pour en faire une loge dans le théâtre du monde. Ça, c'est vraiment le culte des bibelots du 19e siècle. Les gens commencent à prendre toutes sortes d'objets de décoration et ça va continuer évidemment maintenant, nous avons des véritables temples de la décoration, mais c'est un phénomène qui apparaît déjà au XIXe siècle. Et puis enfin, quant à ce qu'il appelle la fantasmagorie de la civilisation elle-même, elle s'opère pour Benjamin dans la transformation de Paris par Haussmann. Donc c'est le Paris moderne qui détruit le Paris médiéval. Dans l'osmanisation de Paris, la fantasmagorie s'est faite pierre. Écrit-il dans une de ses belles formules. Alors, en érigeant la notion de spectacle, Guy Debord va combiner en quelque sorte la théorie de la fantasmagorie benjaminienne, qu'il se peut qu'il n'ait pas connue puisque l'œuvre est restée inachevée, elle ne sera publiée que beaucoup plus tard, mais c'est déjà intéressant de voir comment Benjamin, à partir de l'analyse de Lukács, et de Marx, et à partir de l'observation de la naissance de la société de consommation et de ce que Debord appellerait la société du spectacle. C'est intéressant de voir que ces deux penseurs ont suivi en quelque sorte des voies parallèles ou complémentaires. Donc, il va combiner d'abord en quelque sorte la théorie de la fantasmagorie et celle de la culture-industrie comme telle. Alors, ce n'est pas lui qui invente le terme de spectacle, c'est un terme comme tout ce qui relève de l'international situationniste, c'est un terme endossé collectivement par le groupe et en fait, il apparaît assez vite dans la publication qui s'appelle l'International situationniste. Dès décembre 1959, nous lisons ainsi « Nous devons aller plus loin, sans nous attacher à rien de la culture moderne et non plus de sa négation.
Nous ne voulons pas travailler au spectacle de la fin d'un monde, mais à la fin du monde du spectacle. Donc, ce genre d'ailleurs de formule rhétorique très marquée par la dialectique hegelienne, feuerbachkienne notamment, et marxienne. Donc, c'est comme ça qu'apparaît le terme, de façon presque un peu baroque. Dès la première occurrence du mot, nous dit Fabien Danesi dans son livre sur le mythe brisé de l'international situationniste, donc dès la première occurrence du mot du spectacle, c'était en fait l'ensemble de la société rejetée par l'international situationniste qui était désignée, et non simplement la culture de masse. Et ça va être important, évidemment. Pour l'international situationniste, voyons, il devenait impossible, évidemment, c'était le jeu de mots sur lequel jouait l'international situationniste. Pour l'international situationniste, il devenait impossible de vivre dans les conditions issues du développement industriel des sociétés occidentales. Alors, la critique du spectacle et du rôle de l'image est présente à deux niveaux dans la pensée de Debord. Le premier niveau s'inscrit dans le paradigme, alors hégémonique, comme on a vu, de la critique relativement classique des masses médias. Le flux d'images comme contrôle social, la passivité totale des spectateurs, la concentration du pouvoir, le pseudo-monde, etc. Pour presque toutes les catégories définies par Stuart Hall et Wanel se retrouvent combinées chez Debord. Et puis, le second niveau, qui se situe plus dans la lignée de la théorie critique de l'économie politique, avec le spectacle comme nouveau stade du fétichisme de la marchandise. Et alors, c'est affirmé dès la première thèse de l'essai, qui se présente comme une série de thèses. Donc, toute la vie des sociétés dans laquelle règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation et détournement de la non moins célèbre thèse du capital de Marx. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le monde de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Et d'ailleurs, le livre de la Société du spectacle est construit à la façon d'un immense dispositif de détournement de citations. D'ailleurs, il y a une page web qui s'est amusée à reprendre tous les détournements qu'il y a chez Debord dans la Société du spectacle. Et c'était un culte, évidemment, aussi donné à Lautréamont, qui avait opéré par détournement systématique, lui aussi, dans sa création. Alors, Debord entreprend ainsi une réactualisation de la pensée de Marx adaptée à la nouvelle société post-industrielle construite sur le marketing et la consommation qui se met en place dans les années 50, nous dit Zenouda dans un article que vous trouvez en ligne, dit Debord et les sciences de l'information et la communication. Dans les sociétés avancées, les biens se multiplient et de nouveaux marchés doivent s'ouvrir. De nouveaux besoins sont alors suscités, principalement par le marketing et la publicité. L'image et les représentations deviennent ainsi le cœur de la valorisation des marchandises. Et effectivement, à peu près tous les sociologues constatent dans les années 50 le passage d'un capitalisme de production à un capitalisme de consommation. Et ce capitalisme de consommation, il est appuyé essentiellement sur le moteur de la consommation, qui est la publicité, etc. Ce que Benjamin appelait la fantasmagorie. C'est donc sur l'abstraction de la valeur d'échange et de l'argent que se construit la nouvelle abstraction du spectacle. D'autre part, le spectacle est pour Debord fondamentalement construit sur l'idéologie, en tant que pensée réifiée, et la séparation. Le flux incessant des images permet de réguler la société en unifiant les personnes, mais seulement en tant qu'entité séparée. Alors, parmi les centaines de citations, le livre entier est présenté comme une sorte de cumul de citations de tournée qui deviennent elles-mêmes des citations. Et c'est aussi toute la pratique du slogan situationniste tel qu'il va être repris par la suite en mai 68, etc. Alors la thèse 3, par exemple, le spectacle se représente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société,
il est expressément le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Là, c'est le spectacle comme mass média, stricto sensu, mais justement, pour Debord, ce n'est pas juste ça qui se passe. Ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. De fait, même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience, terminologie, encore une fois, marxiste, appliquée chez Marx à l'idéologie. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Donc, le fait que c'est à la fois les masses médias, mais le spectacle se présente comme la société et comme l'unification qui n'est en fait qu'un renversement. On est toujours dans le renversement idéologique, on est vraiment dans ce modèle de pensée, le renversement systématique. Donc, ce qui se présente comme unification, c'est la séparation, etc. Incarnant littéralement la vision marxiste de l'idéologie, incarnant au sens d'incarnation, donc vision de l'idéologie qui était déjà chez Marx la reprise de la critique de la religion chez Feuerbach, le spectacle fonctionne comme un miroir où l'image affichée représente un renversement de l'objet initial. L'image étant déjà présente dans le monde des objets marchands, le monde contemporain se présente ainsi de plus en plus irréel face à un spectacle qui se présente comme illusion, mais qui décrit de fait la réalité du monde de la marchandise et est ainsi une illusion réelle. Donc là, il y a quelque chose comme une sorte de stade baroque de la dialectique marxiste, et ce n'est pas un hasard si Debord est à la fois nourri de Marx, mais aussi du grand baroque espagnol que fut Baltasar Gracián. Le mouvement incessant et autonome des images est finalement le mouvement autonome de l'économie. De ce point de vue, le spectacle ne cherche pas à susciter le dialogue, mais impose un mode unique qui est celui de la contemplation. La pensée de Debord se construira alors autour d'une série d'oppositions, donc entre passivité et activité. Et c'est des oppositions qui, dans une grande mesure, on retrouve dans les critiques à la culture populaire auxquelles nous avons déjà consacré une capsule, les critiques à la culture de masse pour l'autre capsule. Et on voit comment, chez Debord, il y a à la fois la reprise de ces oppositions binaires et leur transformation. Alors, entre passivité et activité, entre fluidité de la vie et l'état coagulé du spectacle et de l'idéologie, entre l'authenticité et le faux. Et là, il y aurait quelque chose même, évidemment, du côté de Heidegger, notamment dans cette sorte de tentative de heideggerisme de gauche qui a pu aussi marquer les esprits. Entre le spectateur et l'acteur, entre l'art et la vie, entre la réification et la dimension sensible du vécu, entre la valeur d'échange et la valeur d'usage, entre le signifiant et le signifié. Alors, évidemment aussi, la notion même de spectacle est lourde en l'érigeant en concept. Elle est aussi lourde d'un passé. Alors, c'est tout un passé qui est convoqué ou qui reste un peu l'inconscient du texte et qui va évidemment de Platon, l'allégorie de la caverne, jusqu'aux théories du théâtre du monde, le Theatrum Mundi des baroques, mais aussi les dénonciations chrétiennes du spectacle païen qui vont de Tertullien à Bossuet et qui sont reprises, laïcisées chez Rousseau dans la lettre à d'Alembert sur les spectacles, par exemple, etc. Et donc, toute une tradition anti-spectaculaire et tout ça nourrit, qu'on le veuille ou non, le texte et la critique de la notion même de spectacle. Alors, le spectacle et l'idéologie par excellence. C'est la thèse 205, parce qu'il expose et manifeste dans sa plénitude l'essence de tout système idéologique, l'appauvrissement, l'asservissement et la négation de la vie réelle.
Le spectacle est matériellement l'expression de la séparation et de l'éloignement entre l'homme et l'homme. Donc, l'aliénation du spectateur au profit de l'objet contemplé, qui est le résultat de sa propre activité inconsciente, s'exprime ainsi. Plus il contemple, moins il vit. Plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. L'extériorité du spectacle par rapport à l'homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente. Donc, un nouveau stade de l'aliénation au sens étymologique. C'est pourquoi le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout. Et donc là, il y a vraiment aussi ce style vraiment très fort chez Debord, qui remonte là aussi au modèle, au grand modèle du classicisme, mais au fond du classicisme dans ce qu'il a de plus baroque, que ce soit chez Bossuet ou que ce soit directement baroque chez Gracián. Mais bon, c'est ce style grand seigneur qui a pu aussi irriter parfois chez Debord le côté pontificateur, mais qui fait aussi évidemment tout le charme, tout l'aspect esthétique de ces formules très fortes. La notion de spectacle va au-delà de la simple critique des masses médias. L'aspect masse médiatique n'est que sa manifestation superficielle la plus écrasante, celle qui apparaît comme une instrumentation envahissante de et dans la société, mais qui n'est rien d'autre que l'instrumentation même qui convient à son auto-mouvement. Pour les situationnistes, le spectacle est avant tout la négation visible de la vie, une négation qui se serait incarnée et qui caractériserait l'existence contemporaine, avec donc cette phrase encore, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. C'est l'analyse effectuée depuis sa création en 1957 par l'Internationale situationniste de l'appauvrissement de la vie quotidienne, de sa fragmentation, de sa colonisation, de sa réification, ainsi que de la perte de tout aspect unitaire de la vie dans la société de consommation. Et là, vous avez un exemple, un bel exemple, donc dans l'Internationale situationniste, détournement de la publicité, du langage publicitaire, ce qui était aussi une des caractéristiques de leur pratique. J'aime ma caméra parce que j'aime vivre, j'enregistre les meilleurs moments de l'existence, je les ressuscite à ma volonté dans tout leur éclat. La domination du spectacle sur la vie, cette publicité de la caméra Eumig évoque très justement la glaciation de la vie individuelle qui s'est renversée dans la perspective spectaculaire. Le présent se donne à vivre immédiatement comme souvenir. Et donc, par cette spatialisation du temps qui se trouve soumis à l'ordre illusoire d'un présent accessible en permanence, le temps et la vie ont été perdus ensemble. Alors évidemment, on est au stade absolu avec Instagram, Facebook, etc., de ce nouveau rapport, de cette domination. Et c'est l'aspect qui est encore extrêmement vivant, parlant des analyses situationnistes qui nous frappent au détour comme ça de certaines intuitions fulgurantes par rapport à ce qui allait suivre. Alors là, vous avez justement aussi un des aspects du situationnisme, de l'évolution du situationnisme, qui fut sa reprise dans le mouvement de mai 68 et qui marqua à la fois sa dissolution en tant que collectif, mais qui marqua aussi une sorte d'irradiation qui n'a pas cessé de leur pensée beaucoup plus au-delà de leurs publications concrètes, etc. C'est vraiment, on voit comment eux qui étaient vraiment investis dans la transformation de la vie quotidienne, on voit comment ça réussit justement à transformer la vision de la vie quotidienne. Donc là, vous avez un graffiti célèbre qui est totalement situationniste, donc plutôt la vie.
Dans l'image de l'unification heureuse de la société par la consommation, la division réelle est seulement suspendue jusqu'au prochain non-accomplissement dans le consommable. Et le spectacle n'est qu'une image d'unification heureuse, environnée de désolation et d'épouvante, au centre tranquille du malheur. Donc, encore une fois, tout l'héritage de toutes les lectures de Debord, l'héritage de toute l'avant-garde, etc., qui se concrétise et qui se mobilise contre cette vision de la totalité de la nouvelle domination qu'est le spectacle. Alors, pour Lukács, l'issue de la réification, c'était que la conscience réifiée du prolétariat réussisse à voir en quoi le processus de réification lui-même était objectivement surmontable et que cette conscience du processus lui-même lui redonne au prolétariat son rôle de sujet révolutionnaire dans l'histoire. Ça, c'était donc le sorte de schéma encore marxiste classique qui vouait le prolétariat comme classe au dépassement, Aufheben, des contradictions du capitalisme, etc. Les situationnistes, eux, ils vont plutôt appeler, c'est ce qui va leur donner le nom d'ailleurs, à la création révolutionnaire de situations qui renversent le renversement, donc c'est toujours cette idée dialectique, renverser le renversement, donc qui renverse le renversement opéré par la société spectaculaire marchande, en vue de, je cite, une liberté totale concrétisée dans les actes et dans l'imaginaire. C'était dans une des publications de l'International, du rôle justement intitulé « Du rôle de l'international situationniste ». Puisque l'homme est le produit des situations qu'il traverse, il importe de créer des situations humaines. Puisque l'individu est défini par sa situation, il veut le pouvoir de créer des situations dignes de son désir. Dans cette perspective, doit se fondre et se réaliser la poésie, l'appropriation de la nature, la libération sociale complète. C'était une autre publication du collectif. Né comme avant-garde artistique, avant de devenir politique, c'est in fine la révolution esthétique et notamment l'impératif rambaldien donc de Rimbaud de changer la vie, repris par les surréalistes, qui reste le modèle pour accéder à l'existence dans sa complétude, écho, nous dit Fabien Danesi, du mythe de l'homme total. Et je vous laisse sur cet autre détournement situationnistes, ceux qui parlent de révolution et de lutte de classe sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. Merci et à la semaine prochaine.